Et oui, dans 5 semaines, c'est donc le coup d'envoi du mondial de la démesure au Qatar, mais à quel prix écologique et surtout humain? On va regarder ces quelques chiffres, 1,8 million d'euros. On ne les regarde pas tout de suite. Donc avec nous, donc les auteurs des Esclaves de l'homme, Pétrole, un livre, une enquête menée donc par vous, Sébastien Castelier. Bonjour. Merci d'être là. Et Quentin Muller, c'est paru aux éditions Marchali. Bienvenue. Bonsoir. Alors l'originalité de votre démarche, ce sont vraiment que vous avez recueilli beaucoup de témoignages de travailleurs étrangers, évidemment, donc au Qatar et dans les pays du Golfe, mais aussi vous êtes allé au Népal, vous êtes allé en Afrique de l'Est, en Ouganda, au Soudan, au Kenya, pour rencontrer les familles, pour avoir donc des témoignages de tous ceux qui sont impactés par ce travail étranger. C'était important de leur donner la parole à tous. C'était fondamental parce que pour comprendre la question du travail des travailleurs étrangers dans les pays du Golfe, il faut bien sûr passer du temps dans les pays du Golfe, mais il faut aussi s'intéresser aux pays d'où ils viennent, aux communautés d'où ils viennent. Il faut passer du temps avec leurs familles pour comprendre qu'est-ce qui les a motivés à partir et aussi comprendre comment ça se déroule, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, une famille qui vit sans le mari par exemple, des enfants qui grandissent sans leur père. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le plan économique? Quels sont les bénéfices économiques de cette migration? Et on va y revenir donc tout au long de ce grand angle. C'était compliqué, Quentin, de travailler au Qatar. Alors là, on voit beaucoup de caméras cachées. C'est difficile d'aborder ces travailleurs étrangers, de les faire parler? Au Qatar, si on souhaite réellement faire de l'investigation, on n'y va pas avec un visa journaliste, parce que sinon on s'attend à suivre un circuit à ce que les autorités nous montrent ce qu'elles veulent bien nous montrer. Et donc il y a un Qatar qui est caché, qui est dissimulé, c'est la zone industrielle, et la zone industrielle on la visite pas avec un visa journaliste. Donc moi j'ai été en visa touriste et j'ai pu me dissimuler avec les travailleurs en cachant mon visage, en mettant un masque. Et à l'époque, le masque était obligatoire, y compris dehors. Donc c'est comme ça que j'ai pu faire l'investigation et surtout approcher des travailleurs dans leur quotidien. Parce qu'on ne peut pas aller les voir sur les chantiers, c'est un peu compliqué. Donc je suis allé les voir dans leur camp, j'ai discuté avec eux, j'ai pris le temps. J'ai aussi créé des liens de confiance parce que c'est très difficile pour nous, journalistes, de parler à des travailleurs parce qu'ils peuvent tout perdre, ils ont tout à perdre à nous parler, à révéler leurs conditions de vie et de travail. Donc ça a été difficile, mais finalement on a pu sortir des images et des témoignages qui sont édifiants. Oui, il y a des images qui ont été prises aussi par nos confrères de complément d'enquête, qui ont pu donc filmer cette zone industrielle, un endroit que ni vous. Alors vous, oui, mais effectivement qu'un touriste ou qu'un téléspectateur, un spectateur du mondial, pardon, ne pourra pas vivre, ne pourra pas voir. Là, on voit ces images, c'est extrêmement insalubre. C'était pire que ce que vous imaginiez? Oui, franchement, dans un premier temps, je suis allé voir l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui me disait qu'il y avait eu énormément d'améliorations sur le plan de la vie des travailleurs étrangers. Et quand j'ai été sur place, je suis tombé de ma chaise, hein. Littéralement, j'ai vu des marchés, ce qu'on appelle les catch market, les marchés à déchets, c'est-à-dire que les travailleurs n'ont pas les moyens de manger correctement tous les jours, donc ils sont obligés d'acheter des produits périmés qui sont récupérés dans les poubelles des centres commerciaux. J'ai vu effectivement des chambres surpeuplées où ils étaient à 8 avec des lits superposés, chose qui est interdit au Qatar, dans un état d'insalubrité qui est indicible. Enfin voilà, on voit les images. Heureusement qu'il y a des images, mais on peut pas s'imaginer. Et puis j'ai vu aussi des travailleurs se shooter, prendre de la drogue, de l'alcool. Oui, vous dites que c'est un quartier qui s'appelle le California, c'est très dangereux. Ouais. De se rendre là-bas. Disons que les gens sont en état d'ébriété et ils sont dans un état de grande détresse. Donc oui, c'est pas très safe. Et on se dit, mais tout ça, c'est au Qatar. On n'est pas dans un bidonville, je sais pas, en Inde, ou alors on n'est pas dans un quartier craignos de Baltimore aux États-Unis. Et l'importance des lanceurs d'alerte, c'est vrai que vous dites que tous ceux qui vous ont accompagné lors notamment au Qatar, ce sont des lanceurs d'alerte. Il y a un homme qui s'est fait connaître, c'est Malcolm Bidali, vous en parlez. Alors lui, ce Kényan, il a révélé ses conditions de vie intolérables. Est-ce qu'il a été écouté finalement? Il était sur les réseaux sociaux, donc les gens savent. Malcolm Bidali, il était agent de sécurité au Qatar et en parallèle de son emploi, choqué par ce qu'il voyait, choqué par ce qu'il entendait, ce qu'il vivait, il a choisi de raconter son histoire à la première personne via des articles de blog. Il a raconté cette histoire. Est-ce qu'il a été entendu ? Oui, il a été lu, ces articles ont été lus, suffisamment certainement pas. Toujours est-il qu'il a été ensuite arrêté par les autorités qataries
et il a été renvoyé dans son pays au Kenya. Malcolm Bidali, c'est un témoignage à la première personne et c'est très rare. Il y en a eu très très peu. Et quand vous allez en Afrique de l'Est, par exemple, et que vous rencontrez des familles, elles vous disent qu'elles savent ce qui se passe. Et pourtant, elles envoient leurs enfants, ou parfois leurs enfants décident de partir. Comment vous l'expliquez ? Les familles, les communautés et même les travailleurs étrangers, avant de partir vers les pays du Golfe, sont dans la plupart des cas conscients de ce qui les attend, conscients de la réalité dans ces pays. Mais pour eux, ils approchent cette question sous la forme d'une roulette russe. Ils partent et ils verront bien. Est-ce que ça se passera bien? Parce que certains parcours migratoires se déroulent très bien. Est-ce que ça se passera mal? Ils verront bien une fois sur place. C'est surtout qu'ils n'ont pas le choix. C'est une question de survie pour leur famille, pour leurs enfants, pour même leurs parents. C'est-à-dire qu'il faut mettre de la nourriture sur la table tous les jours. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que eux prennent ce risque. Parce qu'ils veulent que leurs enfants aillent à l'école et ils veulent que leurs enfants et leurs parents puissent manger tous les jours. Et c'est ça la motivation première. C'est pas comme un Européen qui déciderait d'aller aux États-Unis pour se réaliser et puis pour avoir une carrière et une vie meilleure. Non, c'est juste pour la survie de leur famille. Et que ce soit pour les travailleurs asiatiques ou pour les travailleurs africains. Alors c'est vrai que c'est donc le mondial de la démesure, hein. Il y a des chiffres faramineux, il y a déjà 1,8 million de tickets qui ont été vendus, 5 milliards de téléspectateurs attendus, 2 millions de travailleurs étrangers. Et c'est vrai que c'est là qu'on a envie de s'attarder sur ces travailleurs étrangers. Vous parliez tout à l'heure de l'OIT. Alors effectivement, je vais vous proposer d'écouter Gilbert Ungbo, qui est le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Il était l'invité de l'émission internationale la semaine dernière et lui, il trouve qu'il y a du progrès. On l'écoute. Oui, il y a quand même beaucoup de réformes en très peu de temps. Et maintenant, le problème qu'ils ont, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre de ces réformes, et parfois, on peut être dépassé. Vous savez que le système de kafala a été aboli, la confiscation des passeports, et ça, c'est derrière nous. L'un des problèmes majeurs qu'on avait, qui causait justement des décès ou bien des maladies, c'est en période de grande chaleur. Et donc, ils ont dû réaménager légalement les temps de travail. Mais maintenant, il faut mettre en œuvre toutes ces réformes. Sébastien, est-ce que vous êtes d'accord ? Il pointe du doigt la véritable question, il faut mettre en œuvre ces réformes. Il faut reconnaître au Qatar que des réformes ont été mises en place sur le papier. C'est une vérité, il faut leur reconnaître. Par contre, la mise en œuvre, c'est une autre question. Et aujourd'hui, les réformes ont été lancées pour la majeure partie 2 ans avant le coup d'envoi du mondial. Et c'est trop lent ? Et c'est trop court pour juger de la mise en pratique. On n'a pas le temps d'avoir des informations et des informations précises sur effectivement le rendu de ces réformes. Mais justement, ce mondial, est-ce qu'il ne peut pas permettre ces réformes non seulement au Qatar, mais aussi dans les pays du Golfe, notamment avec la fin de la kafala. Alors la kafala, c'est un système assez particulier, inventé. Alors on découvre dans votre livre, je l'ai découvert, je l'avoue, par les Britanniques. Et en fait, ça permet de mettre ces travailleurs étrangers sous la coupe d'un patron. Parfois, ils prennent leur passeport, ce qui est illégal, on le rappelle. Donc, effectivement, est-ce que ça va permettre des réformes ? Mais est-ce qu'il y a une réelle volonté de la part des autorités qataries de mettre en place ces réformes? C'est-à-dire qu'elles existent, elles ont le mérite d'exister sur le papier, comme on l'a dit, elles font plaisir à la communauté internationale, elles retirent un peu de pression de la part des instances de footballistique comme la FIFA, mais est-ce que, après, il y a une réelle ambition de réellement mettre en place concrètement dans la vie de tous les jours des réformes et puis surtout créer une autorité qui contrôlerait les entreprises et sanctionnerait les entreprises. Et vous pensez que tout sera terminé une fois le Qatar fini ? Moi, je pense qu'il n'y a pas une volonté des autorités parce que la famille régnante à la Thani, elle ne veut pas se mettre à dos une partie de la population qui est rentière et qui se fait du profit sur ces lois du travail qui sont totalement abusives envers leurs travailleurs. Mais le Qatar est très préoccupé par son image. Ce n'est pas le seul pays qui l'est. Donc peut-être qu'ils auront envie de mettre en place ces réformes. Et on voit que l'Espagne a pris des mesures, par exemple par rapport au Koweït, avec durcissement des visas aux employés des maisons étrangères. Il y a des choses qui sont faites, non ? Bien sûr, le Qatar souhaite faire attention à son image, mais ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que c'est un système de capitalisme abrupt. On parle d'employeurs qui font des profits. À la fin de la journée, c'est une histoire de profit. C'est extrêmement rentable pour les entreprises qui opèrent au Qatar, qu'elles soient qataries, qu'elles soient étrangères. On parle aussi d'entreprises occidentales et européennes dans le cas présent. C'est un système qui est extrêmement bénéfique pour ces entreprises. Ça génère des profits qui sont très importants. Faire des économies sur les salaires, des économies sur les conditions de logement. Le salaire minimum pour un travailleur étranger qui travaille dans des chantiers, hein, je ne parle pas effectivement d'un banquier ou autre. Il est à moins de 250 € par mois.
Voilà, il a été rehaussé, mais c'est un salaire qui est relativement dérisoire pour parfois des cadences qui sont à 12 heures de travail par jour. Et pourtant, il y a aussi ces témoignages. Je pense à ce chef de village soudanais qui dit « Nous avons golfisé notre pensée économique ». En fait, il y a des pans entiers de l'économie dans certains pays, même en Inde, au Kerala, qui dépendent de ces métiers. Par exemple, un quart du PIB au Népal dépend des envois d'argent des travailleurs qui vivent à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe. Donc il y a une vraie dépendance de ces pays qui envoient de la main-d'œuvre dans les pays du Golfe à ces opportunités d'emploi qui existent au Qatar ou ailleurs. Donc ça va continuer. Bien sûr. Il y a une relation d'interdépendance, ça c'est clair. Donc comment faut-il faire? Est-ce qu'il faut que les Occidentaux s'en mêlent pour imposer des réformes? Quelle est la solution? Il faut que les pays qui envoient la main-d'œuvre dans les pays de la péninsule arabique tapent du poing sur la table et surtout s'unissent. Parce que si l'Inde et le Népal, le Soudan, le Kenya négocient de manière individuelle un peu plus de droits pour leurs travailleurs, c'est pas comme ça que le niveau de vie et la défense de leurs travailleurs va augmenter, de droits va augmenter. Donc il faut maintenir cette pression. Merci Sébastien Castelier et merci Quentin Muller d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Les esclaves de l'homme pétrole, c'est aux éditions Marchali. Je le recommande, on apprend vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce sont souvent des témoignages bouleversants et très durs.